Très bien. كتشوفوا مزيان ياك؟ دونك لا سي ام دابا هذا السي ام غنديروا فيها اللي قدرنا عليه. هي في الحقيقه راه سي ان تري غون كور حتى هي وفيها بزاف ما يتقال. المهم على الاقل نشوفوا لا سي ام كوندويت حتى ما شفناش الغيوني وتكلمنا غير عليها هكا اون جينيرال ماشي مشكل ولكن على الاقل كوندويت نشوفوها. اوكي دونك là c'est le plan de ce cours là. Donc commençons tout d'abord par un petit exemple. Derrière pour se sensibiliser à les problèmes de la CEM. Donc la CEM, ça vient du quoi? Ça vient du fait que plusieurs phénomènes, on les néglige à l'époque. Plusieurs phénomènes. Donc cette négligence-là a été justifiée par le fait que l'apport de ces différents problèmes-là est vraiment négligeable sur les différentes grandeurs d'entrée-sortie. Par exemple, on néglige par exemple un courant induit par, je sais pas, par un champ externe sur la machine à courant continu. Bien sûr, ce champ-là externe, c'est vraiment négligeable sur cette machine-là. Mais parfois, cette négligence de ce phénomène-là peut créer un problème dans les calculs des différentes grandeurs. Là, vous avez un petit problème. Un petit problème que j'essaie de vous présenter. Le problème, il est en liaison avec ce qu'on appelle la compatibilité électromagnétique. Le problème, ça consiste en quoi? On a une machine à courant continu. Okay? Cette machine-là est commandée par un générateur de tension. On a un fil de masse. Voilà. Donc, ce fil de masse-là, il est commun entre la dynamo-tachymétrique, c'est une dynamo-tachymétrique, et la machine à courant continu, la MCC. Okay? Donc, c'est un fil de masse qui est commun. Donc, cette dynamo-tachymétrique-là, elle donne une tension V, là, qui correspond à la vitesse de rotation de cette machine-là. On va voir l'effet de ce fil de masse-là sur la valeur mesurée par ce capteur-là au niveau de la tension VS. Fin عندي la sensibilité أنا دابا ما عنديش la machine à courant continu ولكن عندي هنا في la tension de mesure la tension de sortie VS. Donc là c'est un petit exercice هذا فايت درتو واحد العام. Donc concernant la CEM, on va essayer de le résoudre ensemble en appliquant les différents théorèmes qu'on connaît de l'électrocinétique. Donc on va voir. Donc le capteur est une dynamo-tachymétrique délivrant 1 volt pour 1000 tours par minute, c'est-à-dire pour cette machine-là qui tourne à 1000 tours par minute, ce capteur-là, il délivre une tension là, égale V capteur égale à 1 volt. Donc V capteur égale à 1 volt pour N égale 1000 tours par minute. Vs est tel que 2000 tours par minute correspond à 10 volts, c'est-à-dire à 2000 tours par minute. Tours par minute. Bien sûr, il va correspondre à une tension Vc égale à 2 volts, qui va correspondre à une tension Vs égale 10 volts, égale, c'est Vc fois 1 plus R2 sur R1. Yeah. C'est un amplificateur non inverseur. Okay? Donc, Vc, c'est 2 volts, c'est-à-dire le R2 sur R1. Donc, R2 sur R1, شحال كيساوي في هذه الحالة هذه كيساوي 10 sur 2 اللي هي 5 moins 1 هي 4. Très bien. Donc, jusqu'à maintenant, pas de problème. Donc, tout marche bien. Donc, calculer la valeur du rapport R2 sur R1 satisfaisant cette condition. La source de tension est de 120 volts. Là, vous avez une tension de 120 volts. La charge mécanique impose un courant absorbé dans la MCC. Le I, là, égale 8 ampères. OK. R1 lui égale à 2 ohms. Et la vitesse de rotation égale à 800 tours par minute. Et P égale à 850 watts. U égale à 120 volts. Très bien. Quelle est la tension V plus délivrée par le capteur? On déduire VS.
Donc, dans ce cas-là, donc, la vitesse de rotation, c'est combien? C'est 800 tours par minute. C'est-à-dire la tension V plus égale à 0,8 volts. C'est-à-dire le VS, normalement, c'est 0,8 multiplié par 1 plus R2 sur S, c'est-à-dire multiplié par 5. C'est-à-dire c'est 4 volts. VS égale à 4 volts. Maintenant, on va essayer de prendre en considération. On a négligé tout. C'est-à-dire on a supposé que tout est bien. لقينا بان الفيس كتساوي 4 فولت correspond à 800 tours par minute. Alors, je vois que se passe-t-il si je prends en considération la résistance de ce fil-là? Il est négligeable. Il est négligeable. Mais si je suppose que cette résistance-là n'est pas négligeable, mais il vaut une valeur de 18 milliohms. Il est clair que 18 milliohms là, il est vraiment très très négligeable devant la résistance R1, devant la résistance d'induit de ce dynamo tachymétrique et devant la résistance d'induit de ce moteur-là. Il est vraiment négligeable. C'est-à-dire je peux bel et bien négliger cette tension, cette résistance-là. Donc, dans ce cas-là, si je ne néglige pas cette résistance-là, on va voir quelle sera l'erreur de mesure qui sera engendrée par cette résistance-là. Donc là, vous avez une résistance R fil égale à 18 milliohms. Donc, c'est vraiment négligeable, ce 18 milliohms, devant ce R1-là, par exemple, qui va être de quelques kiloohms. N'est-ce pas? Même chose là, quelques kiloohms. Donc, une résistance de 18 milliohms devant quelques kiloohms, c'est vraiment négligeable. Mais malgré ça, on va voir quel sera l'effet de cette résistance-là sur l'erreur de mesure. Bon, maintenant, le courant qui traverse cette machine-là égale à 8 ampères. Ce courant-là, c'est le même que ce courant-là, n'est-ce pas? OK? Il se ferme via ce fil de masse, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le passage de ce courant-là dans ce fil-là, il va créer une différence de potentiel. نسميها V R fil. Donc V R fil égale à combien? Égale à combien? C'est R fil, il y a 18 milliohms, 18 10 à la puissance moins 3, multiplié par I, les 8 ampères. Oui. Ça donne combien? Donc 18 10 à la puissance moins 3. Ça donne combien? Je vais calculer très rapidement. 0,144. C'est 0,144. 0,144 volts, c'est ça? Oui, monsieur. 0,144 volts. C'est-à-dire la tension V plus dans ce cas-là égale à combien? Implique V plus dans ce cas-là égale à combien? Parce qu'il y a VC moins cette tension-là, n'est-ce pas? Il y a VC moins V R fil. N'est-ce pas? Il y a la loi des mains, il y a V plus. Donc, on dit V plus moins VC plus R fil égale à 0. La loi des mains. C'est-à-dire V plus égale à VC moins R fil. Donc, VC, c'est combien? C'était 0,8 volts. Moins R fil, il y a 0,144 volts. Ça donne combien? 0,656. 656 volts. Très bien. Donc, c'est-à-dire, ça va donner la tension VS égale à combien? Donc, c'est tout simplement ça multiplié par 5. Il y a 0, il y a 3, quelque chose. 3,28. C'est ça? C'est ça? Oui? Oui, monsieur. 0,656 fois 5. 3,28. 3,28 volts. D'abord, je n'ai l'erreur de mesure que j'ai là. Donc, en fait, réellement, qu'est-ce que j'ai? Réellement, ce que j'ai là,
Ce que j'ai là, c'est 800 tours par minute. 800 tours par minute, qui correspond à 4 volts. Alors, j'ai une tension de 3,28 volts. 3,28 volts. Donc, cette tension de 3,28 volts, elle correspond à une vitesse de rotation de combien? Il a fait le même rapport. C'est 1000 tours par minute. Non, monsieur. طبعا هذا واحد لو شيما ياك سي سا هذه قلنا 10 فولت ياك على سورتي عندي 10 فولت il correspond à 2000 tours par minute يعني 3,28 volts il correspond à combien 656 tours par minute. تعطيني 656 656 656 tours par minute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que vous avez là? Et réellement, vous avez 800 tours par minute. Ce que vous avez mesuré par votre capteur, il correspond à 656 tours par minute. Est-ce que c'est vrai ce que vous avez là? Oui, là, vous avez un problème. Donc, le produit est créé par quoi? Oui, le produit est créé par quoi? Par l'existence de cette résistance air-fil. C'est ça? L'existence de cette résistance air-fil-là, elle a forcé les mesures. Cette existence-là, ce air-fil-là qu'on néglige toujours, maintenant, on remarque qu'il fausse les mesures. Il donne des mesures erronées au niveau de la sortie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le 4 volts là, qu'est-ce que j'ai trouvé là? J'ai trouvé juste 3,28 volts. Donc, cette résistance-là a forcé les mesures. Air-fil a forcé les mesures. Malgré qu'il est faible. C'est clair? Le problème, c'est l'un des problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle la CEM. Dans ce cours-là, on va voir les différents problèmes qui sont liés à ce genre de problème, ce genre de situation. Et bien sûr, on va voir par la suite comment on va résoudre ces différents problèmes-là dans les systèmes. Donc là, vous avez dans les systèmes industriels, ce sont des systèmes dans lesquels cohabitent la partie courant fort avec la partie courant faible, c'est-à-dire la partie circuit de commande, circuit de mesure, instrumentation, et la partie courant fort, c'est-à-dire partie commande, convertisseur de puissance, machine électrique, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il y a cohabitation de courant fort avec courant faible, vous aurez ce genre de problème. C'est-à-dire toujours, vous avez des courants, des mesures qui sont forcées par l'existence de ce genre de problème. Donc là, c'est ce qu'on appelle un couplage par impédance commune. C'est l'un des problèmes liés à la CEM qui est appelé généralement couplage par impédance commune. Couplage par impédance commune. Okay? Donc, on va voir par la suite les différents modes de couplage qui existent et comment on va bien sûr remédier à ces différents modes de couplage qui existent. Comment on va faire pour rendre le circuit indépendant de ces différentes phénomènes. Bon. Donc, commençons tout d'abord par ce problème. Par exemple, si je prends là une automobile, donc c'est plus d'1 kilomètre de fil électrique. Il y a des antennes qui émettent et captent des ondes électromagnétiques. Donc, des antennes partout. Déjà, l'antenne de votre radio, l'antenne qui permet de capter le signal de votre télécommande afin de commander l'ouverture, fermeture de porte et ainsi de suite. Et plusieurs d'autres types d'antennes selon les performances à bord de votre véhicule. Donc, les phénomènes s'est amplifié avec l'augmentation du nombre de composants électroniques embarqués et le multiplexage entre les différentes composants. Donc déjà, on a pu remarquer déjà dans les véhicules, par exemple, si je prends le cas de véhicules, quelques problèmes d'allumage intempestif. À l'époque, bien sûr, c'est un problème qui a été maintenant résolu dans les nouvelles véhicules. Donc, l'allumage du moteur essence, par exemple, par l'existence du talkie-walkie. C'est-à-dire, si vous allumez votre talkie-walkie au bord de votre véhicule essence à une bande de fréquence donnée, vous allez remarquer que votre
véhicule-là, il démarre d'une manière incompréhensible. Donc ça, c'est l'un des problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle la CEM. Donc, juste 3 questions pour expliquer c'est quoi la CEM. CEM, c'est une abréviation, donc en anglais CEMC, en anglais CEMC, c'est une abréviation de compatibilité électromagnétique. Donc, électromagnétique compatibility. Pourquoi on parle d'électromagnétique? Car on veut généraliser. Généralement, lorsque je parle d'électromagnétique, électro et magnétique, donc électro c'est champ E et magnétique c'est le champ B. Donc déjà, si je parle du champ E, ça c'est la DDP, la tension V. Si je parle du champ magnétique B, là c'est le courant, c'est le flux, c'est-à-dire c'est le courant I. Donc, lorsqu'il y a des perturbations au niveau de la tension, au niveau du courant, au niveau du champ électrique ou bien au niveau du champ magnétique, dans ce cas-là, on parle d'un problème de CEM. Donc, pourquoi on parle de champ? Pour parler dans les 2 cas, c'est-à-dire cas champ proche ou bien cas de CEM conduite, c'est-à-dire lorsqu'il y a des connexions électriques, des conducteurs qui permettent de transmettre cette perturbation. Et le cas, bien sûr, ça c'est le cas VI si vous voulez, et le cas où cette perturbation-là, elle est rayonnée, c'est-à-dire là où il n'y a pas de connexion électrique entre les 2 circuits, c'est-à-dire le circuit vulnérable et le circuit suspect. Lorsqu'il n'y a pas une connexion, c'est-à-dire il y a un rayonnement du premier qui sera intercepté par le deuxième. Dans ce cas-là, on parle d'un problème de champ électrique et champ magnétique. Donc, qu'est-ce que la CEM? Donc, ce sont les règles du bon voisinage entre tous les systèmes électriques et électroniques. C'est-à-dire, les circuits, ils ne doivent pas être assez bruyants pour ne pas les autres. Et bien sûr, votre circuit, il doit avoir il doit pas avoir une grande susceptibilité, si vous voulez. C'est-à-dire, il ne doit pas être très vulnérable. C'est-à-dire, même s'il y a des petites perturbations, il doit les tolérer. C'est-à-dire, lui, il doit être tolérant au niveau des perturbations des autres. Et lui aussi, il doit générer le minimum de perturbations pour qu'il soit respecté par les autres. C'est ça, en fait, le problème de la CEM. Ça, si vous voulez, c'est la règle générale. Donc, c'est un domaine qui est vraiment lié à plusieurs disciplines, si j'ose dire là. Donc, déjà, l'électromagnétisme, la propagation des ondes électromagnétiques, l'électronique rapide, système électrique, la métrologie, c'est-à-dire les mesures, système de mesure, l'instrumentation, et ainsi de suite. Donc, c'est un domaine qui englobe plusieurs domaines d'expertise. C'est-à-dire, dans ce domaine-là, je peux trouver plusieurs domaines d'expertise qui cohabitent sur la même circuiterie, ou bien sur le même domaine. Pourquoi cette CEM-là? Car à cette époque-là, il y a une très grande augmentation de nombre d'appareils électriques et électroniques. Donc, maintenant, aucune personne ne peut nier la nécessité de plusieurs appareils qui existent, soit entre nos mains, par exemple, les téléphones portables, les smartphones, les PC portables, les tablettes, et ainsi de suite, soit at home, par exemple, votre micro-ondes, votre four, votre machine à laver, votre machine à lave-vaisselle, et ainsi de suite. Donc là, on a eu plusieurs matériels, une très grande multiplication de matériel électrique, soit chez nous à la maison, soit dans les industriels, c'est-à-dire dans les usines et ainsi de suite, soit chez vous, entre vos mains, les coins et ainsi de suite. Donc, la densité spatiale de ce matériel-là, il accroît rapidement avec le temps. Par la suite, cette question de bon voisinage entre les différents appareillages, il devient de plus en plus sévère. À l'époque, lorsqu'il n'y avait chez nous, donc à la maison, il n'y avait ni machine à laver, ni réfrigérateur, ni télévision, ni rien. Donc vraiment, on n'avait pas besoin de cette question de CEM.
Mais actuellement, là, ça devient une exigence, une obligation. Sinon, vous pouvez, par exemple, à minuit, sans aucun avertissement, vous pouvez remarquer le déclenchement de votre machine à laver qui commence à laver quelque chose sans qu'il soit commandé. Dans ce cas-là, là, vous avez devant un problème de CEM. Qui est concerné par la CEM? Donc, strictement tous les systèmes électriques. Donc, que ce soit dans le domaine domestique, industriel, militaire, aérospatial, tout. Il doit respecter la norme CEM. Donc, est-ce qu'il existe des normes qui gèrent ça? Oui. Il existe toute une panoplie, donc une multitude de normes qui sont publiées par la CEE, donc qui constituent généralement un gendarme si vous voulez, de cette CEM-là, c'est-à-dire un matériel, avant de le vendre sur le marché, il doit obligatoirement confier à ces différentes règles et normes qui sont liées à la CEM. Donc, généralement, pour chaque matériel électrique, avant qu'il soit vendu, il doit assurer ce qu'on appelle le marquage CE. C'est-à-dire, vous devez trouver sur le matériel un marquage CE. Donc, le marquage CE, il est donné généralement pour un matériel qui a assuré ou bien qui a validé ce qu'on appelle la compliance CEE de la compatibilité électromagnétique. Donc, si ce matériel-là ne respecte pas cette règle de marquage-là, donc dans ce cas-là, ce matériel-là ne peut être vendu. Il est hors la norme. Très bien. Quelles sont les sources de perturbations électromagnétiques? Donc, plusieurs sources. Donc, déjà, les lignes de transport d'énergie, haute tension. Donc, là, vous avez en fait des perturbations. Donc, déjà, à l'époque, on remarquait l'existence de 50 Hz dans votre radio, par exemple, ou bien votre télévision, ce qu'on appelle le problème du ronflement. Donc, c'est un problème qui était très populaire à l'époque. C'est-à-dire, si vous posez votre télévision dans un coin qui est proche d'une ligne moyenne tension ou bien haute tension, vous allez remarquer des déformations de l'image et des déformations même du son. C'est ce qu'on appelle le problème de ronflement. Donc, ça, c'est le problème qui est dû à l'existence de ce courant-là très fort et variable, bien sûr, dans le temps, dans ces lignes de transport. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes qui sont naturels, tels que, par exemple, l'éclair, la foudre, donc, là, l'éclair, les tonnerres, la foudre, sont tous des sources, le vent aussi, sont tous des sources de perturbations qui peuvent engendrer des problèmes d'électromagnétisme dans le matériel vulnérable. On peut trouver aussi d'autres types de matériel tels que les radios de télécommunication. Donc, ce sont aussi des sources de perturbations. Des moteurs électriques, surtout les moteurs à induction. Donc, et bien sûr, les véhicules électriques, ou bien même les véhicules thermiques. C'est-à-dire là, vous avez une génération de plusieurs perturbations qui sont dues généralement à l'allumage, ignition, c'est-à-dire l'allumage des différentes bougies dans votre moteur à essence, par exemple. Donc là, en fait, les différentes, si vous voulez, sources de problèmes qui sont liées à la CEM dans votre matériel. Démarche d'études en CEM. Donc, pour étudier un appareil selon la norme CEM, on doit étudier trois choses. Donc, votre matériel, déjà, il faut étudier ce qu'on appelle les sources de perturbation qui vont agir sur ce matériel-là. C'est-à-dire, quelles sont les sources de perturbation possibles, que ce soit les sources de perturbation naturelles, donc telles que la foudre, la décharge électrostatique, le rayonnement cosmique ou bien d'autres. Donc, comme j'ai dit là précédemment, l'éclair, le tonnerre et ainsi de suite. Donc, quelles sont les sources de perturbation naturelles ou bien les phénomènes naturels qui vont agir sur ce matériel-là. Ou bien les phénomènes artificiels, c'est-à-dire il faut citer les différentes sources de perturbation qui peuvent agir ou bien altérer le fonctionnement de votre matériel. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des émetteurs radio, les radars, les appareils industriels
à proximité, traitement de l'information, traitement de l'énergie, dispositifs d'éclairage et ainsi de suite. Donc là, vous avez les différents appareils à prendre en considération, mais les différentes sources de perturbation à prendre en considération. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire il faut traiter ce qu'on appelle les sources de perturbation. Deuxième point, il faut traiter ce qu'on appelle la victime. C'est votre matériel. C'est-à-dire, là, il faut citer ce qu'on appelle les vulnérabilités. Vulnérabilité. Donc, les perturbations, il faut citer quelles sont les sources de perturbation à proximité. Ayant cité ça, on va voir votre matériel. Donc là, il faut définir ce qu'on appelle les vulnérabilités. Quelles sont les failles, quels sont les points faibles de votre matériel. Donc, en quoi il est susceptible de votre matériel. Il faut les citer, ces différentes vulnérabilités. Et bien sûr, en fin de compte, il faut voir quels sont les couplages. Donc, pour savoir ces vulnérabilités-là, il faut traiter ce qu'on appelle les différents couplages. Est-ce qu'il y a un couplage entre ces différentes, entre votre matériel et les différentes sources de perturbation? Est-ce qu'il y a un couplage conduit, soit par diaphonie, soit par câble, champ à câble, ou bien par impédance, ou bien par diaphonie, ou bien il s'agit d'un couplage rayonné par un champ proche ou bien par un champ lointain. Donc, bien sûr, pour arriver à ça, ils disent des normes qui s'appliquent soit en émission, soit en susceptibilité, c'est-à-dire qu'il faut respecter afin d'assurer cette compatibilité de votre matériel de point de vue électromagnétique. Donc là, c'est intéressant car en fait, cette étendue fréquentielle-là, elle permet de classifier la nature de la perturbation. Est-ce qu'il s'agit d'une perturbation conduite, c'est-à-dire qui ne peut être transmise que dans les liaisons, dans les câbles où il y a une liaison, ou bien il s'agit d'une perturbation qui ne peut être que rayonnée, ou bien il s'agit d'une perturbation qui peut circuler pour les deux modes, soit conduite, soit rayonnée. Conduite, c'est-à-dire qu'il y a une liaison électrique entre les deux, c'est-à-dire il y a une liaison dans laquelle il va circuler cette perturbation de la source vers la victime. Donc, comme le cas qu'on a traité précédemment, c'est le couplage par impédance conduite. Rayonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de couplage entre la source et la victime. C'est-à-dire l'information, il va de la source vers la victime d'une manière rayonnée, par un rayonnement. C'est comme une antenne émettrice et une antenne réceptrice de l'autre côté. Donc, déjà, on peut citer là les harmoniques du réseau. Donc, je peux aller jusqu'à l'harmonique 40, 46 2 kHz à peu près. Donc, ce sont des perturbations conduites. Niveau absolu spécifié en enveloppe de courant concerne tout appareil connecté à un réseau d'énergie. Donc là, vous avez un petit étendu, si vous voulez, de fréquences, si vous voulez, pour les différents appareillages fonctionnant en électronique de puissance. Donc, par exemple, de 0 jusqu'à 10 kHz, c'est les redresseurs en basse fréquence. Les alimentations de découpage, il va de 10 kHz jusqu'à 100 kHz. Et bien sûr, les impulsions de commutation, il dépasse le 1 MHz pour aller jusqu'à quelques centaines de MHz. Donc là, vous avez un problème, vous êtes devant un problème de ce qu'on appelle le rayonnement. Donc, je vais vous donner tout à l'heure là les limites en fréquence. Donc, juste là, une petite information intéressante, c'est que là, vous avez votre fréquence si vous voulez, de 150 kHz. Et là, vous avez votre fréquence de 30 MHz. MHz, là, vous avez 150 kHz. Donc, inférieur à 150 kHz, vous n'avez que la perturbation conduite. On ne parle plus de perturbation rayonnée. Supérieur à 30 MHz, on ne parle plus de perturbation conduite, mais c'est la perturbation rayonnée. Là, vous avez que le rayonnement. Le rayonnement est plus pondérant dans ce cas-là, le rayonnement.
Mais entre les deux, dans cette partie-là, là, vous avez les deux, c'est-à-dire la perturbation conduite et la perturbation rayonnée. Il faut voir laquelle qui est la plus nuisible pour vous, pour votre appareil. Et l'étudier, bien sûr, en détail, afin de proposer des remèdes. Donc, l'impact économique, donc, c'est juste là pour se sensibiliser de l'intérêt d'intégrer cette CEM-là lors de la phase de conception du produit. En fait, généralement, intégrer le CEM dans la phase de conception du produit est plus simple que de l'intégrer par la suite. C'est-à-dire, les apports correctifs CEM sont plus chers, les apports correctifs CEM sont plus chers que les mesures préventives. C'est-à-dire, à la conception de votre matériel-là, il est bien de prévoir certains remèdes afin de protéger votre matériel-là contre les différents problèmes CEM. Au lieu de le concevoir sans tenir compte de la CEM et par la suite essayer d'ajouter ou bien d'apporter des correctifs afin de prendre en considération cette CEM. C'est plus cher. Généralement, si par exemple, si vous utilisez un boîtier en plastique pour votre matériel-là qui génère trop de perturbations rayonnées, donc dans ce cas-là, vous avez réalisé déjà ce boîtier-là avec ses différents problèmes, la question de conception, la question de perçage, la question de réalisation, la question de mise au point. Et par la suite, vous vous rendez compte que votre matériel-là, il est vraiment très bruyant, très rayonnant. Donc, il faut prévoir des mesures correctives. Donc, il faut enlever ce boîtier-là, utiliser une cage de Faraday, c'est une boîtier métallique par exemple, avec des trous qui ont des dimensions données. Donc, dans ce cas-là, vous avez déjà réalisé un fonds investissement qui ne sert à rien pour vous. Et bien sûr, c'est un investissement de plus qui ne va pas vous servir, qui ne va pas être utilisé dans votre matériel, alors que vous l'avez fait. Vous devez remplacer par un nouveau investissement qui va vous nécessiter plus d'argent et plus de gaspillage d'argent. Donc, c'est pourquoi, généralement, il est préférable d'apporter des mesures CEM, qu'on va y voir par la suite, bien sûr, on va les discuter, à la conception, au lieu de les apporter comme étant des correctifs dans votre matériel. On a quelques problèmes, si vous voulez, qui sont liés à la CEM. Donc, là, donc, en fait, généralement, chaque recherche de valeur qui a donné naissance à plusieurs normes à l'international, ils sont généralement déclenchés par des désastres. Donc, c'est malheureux, mais c'est en fait la réalité. Donc, par exemple, cette recherche en CEM a été déclenchée dans les années 70 après un certain nombre, une suite d'accidents qui n'étaient pas explicables à l'époque. Donc, une grande investigation a été menée sur ces différents sujets-là, y compris l'investigation scientifique sur ces différents problèmes-là. Donc, ce qui a déclenché, on cherche cette étude-là sur ces différents problèmes-là. Par exemple, en 1967, donc, on a remarqué la destruction du porte-avions Forrestal. Donc, ça, c'était un très grand porte-avions, très populaire. Donc, c'était un honneur de l'armée russe. Donc, c'est une porte-avions qui portait plusieurs avions. Donc, on a remarqué là quoi? Un radar qui provoque la mise à feu d'une roquette. C'est-à-dire une petite missile, un radar dans un avion. Donc, suite à une perturbation électromagnétique, il a provoqué la mise à feu d'un roquette. Et bien sûr, par effet boule de neige, c'est-à-dire une fois cette roquette-là a été lancée, l'autre avion, bien sûr, une fois une missile qui vient vers elle, elle va lancer elle-même une autre roquette. Donc, par cet effet-là, boule de neige, on a remarqué la destruction totale de cet navire-là, ou bien cet avion, cette porte-avions Forrestal. Donc, la destruction totale de cette porte-avions-là. Donc, c'était un très bon accident en 1967 qui a coûté
des milliards de dollars, qui a coûté aussi plusieurs vies, qui était à la cause de plusieurs vies et plusieurs cadres quand même de l'armée. Donc ça, c'est, vous voulez, c'est le premier accident. Deuxième accident, c'est ce qu'on appelle la destruction de croiseur Sheffield. Ça, c'est un croiseur, bon, c'est un navire militaire britannique. Donc Sheffield, c'est britannique. En 1982, on a remarqué la destruction de ce croiseur-là par un Exocet. Donc un Exocet, en fait, c'est quoi? Ce sont des missiles. Donc Exocet, c'est un missile de mer. Il y a un problème là. Donc, un Exocet, c'est un missile de mer. Donc, généralement, ce sont des missiles qui se déplacent à faible altitude, c'est-à-dire il existe des missiles mer-mer ou bien air-mer, c'est-à-dire soit de l'avion ou bien donc soit de là vers là, soit de là vers là. Donc, ça, c'est les différents types d'Exocet qui existent. Donc, en fait, là, on a remarqué la destruction incompréhensible à l'époque de ce croiseur-là par un Exocet, c'est-à-dire un missile de mer. Donc, le système de contre-mesure a été brouillé par les communications satellitaires, ce qui a causé ce problème de destruction de cet navire. Bon, donc, il existe des documentaires qui traitent ça. Vous pouvez les voir sur Internet, sur YouTube, par exemple, vous pouvez les voir. Il existe plusieurs documentaires qui traitent cette question d'investigation sur la destruction de la porte-avions forestale et du croiseur Sheffield. Donc, bien sûr, comme j'ai dit là, il a causé une perte de milliards de dollars et bien sûr de plusieurs vies. Donc, bien sûr, quelques petits problèmes qui sont liés à cette existence à ce problème de CEM-là. 1980, c'est les premiers allumages électroniques d'automobiles, c'est-à-dire moteur essence. Donc, par l'existence de talkie-walkie de la police. Donc, le talkie-walkie de la police, une fois à proximité d'un véhicule essence, il peut causer l'allumage de ce véhicule-là, ce qui a été déclenché comme étant un problème de CEM. En 1990, déclenchement de l'airbag lors de l'actionnement du klaxon. C'est un problème qui a été détecté dans les véhicules Berlines de Mercedes en 1990. Donc, c'est l'un des problèmes que j'ai pu collecter concernant les différents problèmes qui sont liés, ou les dysfonctionnements qui sont liés à l'ECM. Mais sinon, il existe plusieurs. Vous pouvez réaliser une petite recherche sur Internet pour savoir les différents problèmes qui sont liés à ce CEM-là. Là, on fait des problèmes qui sont vraiment très populaires, ou bien des grands pas. Hein? Donc, c'est pourquoi on peut dire que la CEM peut être un enjeu vital qui surpasse la contrainte économique lors de la conception d'un produit. Pourquoi? Car il peut causer la perte de vie de plusieurs personnes. Il peut causer la perte de plusieurs milliards de dollars. Donc, si par exemple, on a pris en considération cette CEM-là lors de la construction de croiseur Sheffield, on n'aura pas bien sûr ce problème-là. Même chose là pour le porte-avions forestal. Donc, bien sûr, actuellement, c'est une norme qui est généralement prise en considération à la lettre dans la fabrication de tout matériel militaire qui coûte tout cet argent. Notion de base. Donc, la CEM, pour la CEM, on définit deux grands principes. Donc, déjà, l'émissivité, c'est-à-dire la perturbation, c'est-à-dire la génération de perturbation, sans faire ce qu'on veut dire par émissivité, c'est-à-dire la génération de perturbation. Et l'immunité, c'est-à-dire c'est le contraire de la vulnérabilité.
C'est-à-dire, votre matériel est immune, c'est-à-dire il est protégé, il est sain contre les différentes perturbations. C'est-à-dire, il faut assurer l'immunité de votre matériel-là contre les perturbations externes et il faut assurer que l'émissivité de votre matériel-là soit la minimale possible. Bien sûr, pour l'émissivité et l'immunité, on parle dans ce cas-là de perturbations conduites et de perturbations rayonnées. Là, on définit la terminologie CEM les différents niveaux. Donc, en fait, là, en bleu, là, ce qu'on appelle le niveau de compatibilité. Le niveau moyen de compatibilité. Donc là, en fait, l'émission de votre matériel. À la fabrication de votre matériel, il faut garantir que votre matériel-là, il permet de réaliser ou bien d'envoyer des perturbations dans cette plage-là. C'est-à-dire qu'il ne dépasse pas ce niveau-là. Ça, c'est le niveau vert. Inférieur à ce niveau vert, là, vous n'avez pas de problème. Là, aucun problème. De point de vue normatif. C'est-à-dire, votre matériel-là, il n'est pas censé avoir émis zéro perturbation. Mais il peut émettre un certain niveau de perturbation. Donc, ce niveau-là, il est autorisé. Il n'y a pas de problème dans ce niveau-là. Si la perturbation de votre matériel dépasse ce niveau-là, il doit être obligatoirement toujours inférieur à ce niveau bleu. C'est-à-dire, s'il dépasse le niveau bleu, dans ce cas-là, vous allez tomber dans cette zone-là. Dans cette zone-là, vous allez rentrer dans la marge d'humidité du matériel. C'est-à-dire, il peut altérer le fonctionnement d'un autre matériel. Okay? C'est ce qu'on appelle la zone de sécurité pour l'émission. Okay? Ce qu'on appelle la marge d'émission. Bon, pour votre matériel qui va recevoir ces perturbations, pour le matériel qui va recevoir ces perturbations, il faut fabriquer ce matériel-là pour avoir un niveau de susceptibilité égal à ce niveau-là. C'est-à-dire, il doit recevoir les perturbations dans ce niveau-là. Okay? Donc, si bien sûr la perturbation de ce matériel-là, elle dépasse ce niveau-là, s'il arrive là par exemple, il est toujours à l'abri. Mais si je dépasse ce niveau-là, là je risque de tomber en contact avec l'émission de ce matériel-là. C'est ce qu'on appelle la marge non tolérable pour que ce soit cette marge-là. C'est la marge non tolérable, que ce soit pour le matériel susceptible, que ce soit pour le matériel suspect. Donc, pour le suspect, vous avez ce matériel-là, vous avez cette plage-là, et pour le susceptible, vous avez cette plage-là. C'est-à-dire, là, il faut que votre matériel-là, que ce soit en susceptibilité, que ce soit en immunité, il ne dépasse pas ces différents niveaux-là. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le niveau autorisé, ici, et là, vous avez ce qu'on appelle le niveau autorisé ici. Mais dans cette plage-là, il faut que votre matériel-là ne rentre pas dans cette partie-là. OK? Donc là, c'est juste un petit rappel de représentation de différentes sources. Donc, une source de tension à l'entrée d'un petit montage électronique, il peut être toujours composé d'une tension différentielle et d'une tension du mode commun. Donc, il est clair que pour tension, là, vous avez une tension du mode commun. Il est clair que cette tension de mode commun, là, vous avez votre amplificateur, par exemple. Donc, bien sûr, il est clair que cette tension de mode commun-là, il va boucler via ce qu'on appelle le fil de masse. OK? Et bien sûr, même chose pour le courant-là. Donc, vous avez le courant différentiel et le courant du mode commun. Donc, il est clair que si votre amplificateur-là, il réjecte toute sa tension du mode commun, dans ce cas-là, même cette tension-là, elle est grande, votre amplificateur-là, il reste insensible à cette tension de mode commun. Sinon, vous aurez une tension qui va rentrer dans le plus et dans le moins, c'est la même tension. Donc, si vous supposez VMD égale à 0, c'est-à-dire, c'est comme si vous donnez une tension V à l'entrée plus et à l'entrée moins de votre amplificateur. Bien sûr, pour lui, est-ce qu'il va donner là une tension nulle? Non. C'est une tension qui est due à l'existence de ce mode commun-là. OK? Donc, ça, c'est la tension dite du mode commun. Il est clair que cette tension-là, comme je dis là, il boucle
via le fil de masse. Et bien sûr, la tension différentielle, il boucle à partir du fil plus, il boucle sur le fil moins. Donc, c'est pourquoi, généralement, c'est le mode naturel de transfert d'énergie entre, par exemple, un capteur et un amplificateur sur une chaîne d'acquisition, par exemple. Donc, même chose pour le courant. Donc, là, vous avez un courant du mode commun. Et là, vous avez un courant différentiel qui boucle entre le plus et le moins. Okay? Là, vous avez votre amplificateur, par exemple. Donc, entre le plus et le moins, vous avez le ID. Et bien sûr, le IMC sur 2, le IMC sur 2, sur le plus et sur le moins, vous avez les deux courants. Donc, couplage au mode différentiel. Donc, bien sûr, c'est le mode naturel de couplage entre la source et l'utilisation, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, vous avez un courant ID qui circule sur la branche plus et bien sûr, il revient sur la branche moins. Il est clair que ces courants-là ont des sens inversés. Donc, le sens de ce courant-là est l'inverse du sens de ce courant-là. Okay? Donc, vous avez une impédance d'entrée dans votre amplificateur. Une impédance d'entrée de votre amplificateur. Donc, vous avez un courant d'entrée IMD et un courant de sortie IMD. Donc, ça, c'est le mode dit différentiel. On l'appelle aussi le mode symétrique. Donc, ce mode de programmation le moins redouté, c'est-à-dire qui n'est pas généralement une source de problème au niveau de CEN sur votre matériel. Donc, mais le problème le plus nuisible, généralement, c'est le problème des modes communs qu'on va citer tout à l'heure. Donc, les effets sont généralement faibles. Ce phénomène-là, ou bien le phénomène de perturbation dû à l'existence de ce mode différentiel, il est négligeable si le conducteur aller-retour proche est éloigné des câbles perturbateurs. C'est-à-dire, ils sont vraiment très proches entre eux. On parle aussi dans ce cas-là de torsadage. On va parler par la suite pourquoi le torsadage. Et bien sûr, ils sont très éloignés des câbles perturbateurs. On va parler par la suite des différentes normes de distance entre câbles victimes et câbles suspects. Donc, le mode commun, en fait, c'est le mode dans lequel le courant, bien sûr, comme j'ai dit là, il boucle via le fil de masse, okay, entre la source et l'utilisation. Il est clair que ce courant-là, il prend un sens, il rentre dans le matériel, mais il revient via le fil de masse. C'est ce qu'on appelle le mode asymétrique. Donc, il utilise le réseau de masse, qui est un patrimoine commun entre tout le matériel. Donc, le courant, dans ce cas-là, il se propage sur tous les conducteurs dans le même sens et revient par la masse. Donc, la tension en mode commun est définie comme étant égale à la valeur moyenne de la DDP entre les différentes fils et la masse. Donc, voilà. Donc, pour mesurer ce courant-là, il suffit d'utiliser une pince ampère-métrique à ce niveau-là afin de mesurer ce courant de mode commun. Commençons maintenant cette question de couplage. Donc, comment ça se fait cette question de couplage? Déjà, je commence par ce qu'on appelle le couplage par impédance commune. Donc, déjà, par exemple, là, vous avez un exemple. Vous avez une source U1. C'est le même exemple qu'on a traité dans le cas de la machine à courant continu, si vous vous souvenez très bien. Une source U1 entre une charge Z1 et une source U2 qui alimente une charge quelconque, une charge Z2 là. Donc, si Z2 là égale l'infini, déjà un cercle ouvert, normalement, théoriquement, si ce Z commun là égale à 0, si Z commun là égale à 0, dans ce cas-là, le U va être égal à exactement U2 dans ce cas-là. Mais le problème, c'est que le Z commun n'égale pas à 0, c'est-à-dire il y a un fil commun, si vous voulez, entre cette source-là et cette source-là. Ce fil commun a une impédance Z commun. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le U2 va être égal à combien? U2, tout simplement, va être, ou bien U,
Donc, U, dans ce cas-là, égale quoi? C'est tout simplement U2. Voilà, c'est cette tension-là. Et là, vous avez bien sûr cette tension-là. Plus Z commun fois I1. Et le I1 égale à combien? C'est U1 sur Z commun plus Z1. C'est-à-dire le U dans ce cas-là égale quoi? C'est U2 plus Z commun fois I1 sur Z commun plus Z1 fois U1. C'est ça. Qu'est-ce que vous remarquez là? Donc, si Z com égale à 0, si Z com égale à 0, dans ce cas-là, c'est clair. Si Z com égale à 0, dans ce cas-là, implique U égale à U2. C'est OK. Mais sinon, si Z com n'égale pas à 0, si Z com différent de 0, si Z com différent de 0, implique U, il est différent de U2. Donc, un problème. Ça, c'est le problème de couplage par impédance commune. Donc là, vous avez une impédance qui est commune entre le premier générateur et le deuxième générateur. Et il va bien sûr fausser les mesures au niveau de cette valeur-là. Donc, bien sûr, cette impédance commune, elle peut être la résistance équivalente d'un câble. C'est quoi la résistance d'un conducteur? La résistance d'un conducteur, vous avez un conducteur, la résistance c'est ρ fois L sur la section. Donc, il a une longueur, il a une résistivité, il a une section. C'est-à-dire qu'on peut calculer sa résistance. Ça, c'est la résistance du fil de masse. Donc, on ne peut pas utiliser des fils de masse qui ont une résistance nulle. Donc, c'est négligeable, oui, mais ce n'est pas nul. Donc, si vous avez un câble pour lequel vous avez une résistance, donc, dans ce cas-là, il faut la prendre en considération dans ce genre de calcul-là. Sinon, il va fausser les différentes mesures au maximum cette résistance-là. Cette résistance-là, elle dépend aussi. Donc là, vous avez en fait ce qu'on appelle l'effet pelliculaire. Donc, en fait, c'est quoi l'effet pelliculaire? L'effet pelliculaire est le suivant. C'est-à-dire, si vous avez un conducteur comme celui-là, par exemple, en courant continu, le courant, il passe dans la totalité de la section de votre conducteur. Donc, en courant continu. Mais en courant alternatif, c'est-à-dire si vous avez un courant, le courant qui est alternatif, dans ce cas-là, le courant, il circule seulement dans la couronne, dans cette partie-là. Dans une épaisseur qui s'appelle delta. Il y a l'épaisseur de peau. Cette épaisseur de peau, elle dépend de quoi? Elle dépend de ρ, c'est la résistivité de votre matériau. Donc, par exemple, là, vous avez quelques valeurs de résistivité. Pour le cuivre, c'est 17,5, 10 à la puissance moins 9. Pour l'aluminium et pour le fer. Donc, si je prends, par exemple, le cuivre, là, vous avez 17,5 nano en mètre. Bon, donc c'est fixe. Hein? Le pi, le mu0, c'est 4 pi 10 à la puissance moins 7. Et le mu, ça c'est la permittivité ou bien la perméabilité relative. Et le F, F c'est la fréquence. F c'est la fréquence. Donc il est clair que ce F-là, si F égale à 0, le delta égale à exactement la totalité du rayon de ce conducteur-là. Bon. Donc il est clair que cette résistance-là maintenant, puisque le courant il circule seulement dans cette couronne-là, c'est-à-dire si je prends la section de ce conducteur-là, vous avez voilà, section externe, section interne, vous avez le courant il circule dans cette partie-là.
Donc, là, vous avez le rayon total. Et là, vous avez le rayon interne. En fait, généralement, dans ce cas-là, la résistance égale quoi? 0 fois L sur la section. La section, dans ce cas-là, ça va être quoi? 0 fois L sur, c'est la section totale, c'est pi r au carré moins pi r interne au carré. Égale quoi? 0 fois L sur pi z fois r au carré 1 sur 1 moins RI sur R, le tout au carré. RI, en fait, c'est quoi? RI, c'est R moins delta sur R, le tout au carré. Égal quoi? Le rho L sur PR au carré, c'est R0. C'est la résistance, on continue. C'est R0 sur tout simplement 1 moins. Donc là, je développe, je prends delta sur R égale à X. Égale à X. Donc c'est 1 moins 1 plus delta sur X au carré. Pardon. On a delta sur R et X. Bon, c'est-à-dire vous aurez 1 plus X au carré moins 2X. Donc ça donne quoi? Donc le 1 avec le 1, ça saute. Ça reste quoi? C'est 2X moins X au carré. Donc en fait, ça va donner ça. Ça va donner R égale R0 sur 2X moins X au carré. Donc, pour le X, bien sûr, le X, il va de 0. Le X, il appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, 0, c'est-à-dire très haute fréquence, F tend vers l'infini. Et 1, c'est-à-dire l'épaisseur de peau, égale exactement R, c'est-à-dire vous êtes devant, dans le cas de courant continu. C'est-à-dire, je peux tracer là, en fait, le R en fonction de ce R0-là. C'est-à-dire, X égale à 0. Dans ce cas-là, 0 moins 0, c'est 0. R0 sur 0, ça donne l'infini. OK? Ça, c'est pour le X égale à 0. Donc, ça donne comme ça. La X et la R. Donc, au voisinage de 0, bien sûr, là, vous avez l'infini. L'infini. Mais pour X tend vers l'infini, pour X tend vers 1, pour X égale à 1, donc 2 moins 1, ça donne R0. OK? Donc, pour X égale à 1, vous avez la résistance R0. Donc là, vous avez une courbe hyperbolique, si vous voulez, qui va représenter la variation de la résistance R en fonction, bien sûr, de X, et par la suite en fonction de F. Bon, il est clair que le X égale à 0 là, ça correspond à F égale à l'infini, et pour égal à 1, ça correspond à F égale à 0. Ça, c'est le courant continu. Et ça, c'est la très haute fréquence. La fréquence augmente, il est clair que, voilà, vous avez l'augmentation de la fréquence, c'est dans ce sens-là. De plus, le F augmente, de plus, la résistance, il augmente aussi. Donc, voilà, c'est ça. Ce que vous avez là, donc, c'est l'effet pelliculaire, c'est-à-dire, de plus, la fréquence augmente, de plus, cette résistance-là, elle augmente aussi.
Donc là, vous avez quelques valeurs de résistance et de résistance de ce conducteur-là dû à cet effet pelliculaire. Donc là, vous avez quelques lois empiriques pour déterminer cette résistance-là dans le cas de plans de cuivre. Donc, c'est très utile pour les circuits imprimés si vous voulez réaliser une évaluation. Donc, vous avez un plan de cuivre d'épaisseur E en millimètres. Donc, vous avez la résistance basse fréquence, c'est 17,2 sur E. Et la résistance haute fréquence, maintenant, c'est 370 racine carrée de F. Okay. Pour un fil cylindrique de diamètre D en millimètres et de longueur L en mètres, donc le RBF, c'est 22L sur D au carré. Bien sûr, je parle toujours du cuivre là. Mais en HF, c'est 1,25 L sur logarithme népérien de L sur D plus 0,64 de tout fois F. Faites attention, là, on parle là de Z, c'est-à-dire on prend en considération même l'inductance L. En fait, dans ce cas-là, le ZHF que vous avez là, c'est tout simplement le ZHF, c'est la racine carrée de R au carré plus L oméga carré. Mais en très basse fréquence, là, ce oméga là tend vers 0, c'est-à-dire qu'on n'avait que la résistance. Pour la piste de cuivre de 35 mm d'épaisseur, une piste maintenant, je ne parle pas d'un plan, là vous avez un plan de cuivre, et là vous avez une piste de cuivre de 35 mm carré, de 35 micromètres d'épaisseur, de longueur, donc c'est le cas usuel des circuits imprimés, des cartes circuits imprimés, de longueur L en millimètres et de largeur W. Dans ce cas-là, la résistance basse fréquence c'est 0,5 L sur W, mais l'impédance en haute fréquence, c'est-à-dire si la fréquence augmente, égale à 1,25 L logarithme népérien de L sur W plus 1,2 plus 0,22 W sur L fois F. Donc, voilà, donc vous avez là une valeur usuelle de ce L-là, comment on le calcule, afin de donner cette expression-là. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'appliquer directement ces expressions-là que vous avez là. Donc, en fait, ce sont des expressions empiriques, mais qui donnent des résultats qui sont très proches de la réalité. Donc là, vous avez, si vous voulez, une impédance, tracée de cette impédance-là, hein, en fonction de la fréquence. Il est clair que, donc là, je prends l'épaisseur de 35 micromètres, et là, vous avez une épaisseur de 1 mm. Il est clair que, de plus, l'épaisseur, elle est grande, de plus, l'effet de fréquence, il est un peu loin. Par exemple, pour des épaisseurs de 35 micromètres, pour une fréquence qui est inférieure à 10 MHz, là, c'est 10 MHz. Donc, 10 MHz à peu près. Donc, vous avez un effet qui est constant à peu près, c'est-à-dire vous êtes très proche de la résistance hein, en basse fréquence de ce conducteur-là. Mais pour un épaisseur de 1 mm, vous avez, pour une fréquence qui dépasse le 100 Hz, hein, vous avez un effet de l'inductif qui va commencer à rentrer en considération. Donc, même chose là, impédance de piste de cuivre de 10 cm avec une épaisseur de 35 micromètres. Donc, c'est juste des tracés si vous voulez. Donc, un fil de cuivre, c'est la même chose. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé le couplage par impédance commune. C'est-à-dire, vous avez une impédance commune entre un circuit source et un circuit victime. Donc, cette impédance-là, il peut être toujours soit la résistance ou bien l'impédance équivalente d'une ligne ou bien d'un plan de masse. Donc, cette impédance-là, il faut la calculer et la prendre en considération afin de pouvoir déterminer l'effet de la source sur la perturbation. OK. Deuxième type de couplage, c'est ce qu'on appelle le couplage par capacité. C'est ce qu'on appelle l'effet de main. Donc, en fait, c'est quoi l'effet de cet effet de main? L'effet de main, c'est-à-dire si vous avez un plan de masse, là, okay, et vous avez un circuit, donc généralement, c'est comme s'il y a une capacité équivalente, fictive, entre ces circuits, ces différents composants-là, et ce plan de masse. En fait, une capacité par définition, c'est quoi? Une capacité, c'est tout simplement deux plans
en parallèle, deux plans métalliques en parallèle. OK? Séparés par un isolant. Un isolant. Dans ce cas-là, c'est de l'air libre. Donc, bien sûr, vous allez me dire qu'il s'agit d'une capacité de très faible valeur, c'est-à-dire des femtofarads, voire des attofarads. Mais malgré ça, ces capacités-là, elles peuvent avoir un effet, surtout si la fréquence du signal mis en jeu, c'est-à-dire le signal pris en considération là, si cette fréquence-là, elle est vraiment très grande. Si cette fréquence-là, elle est grande, dans ce cas-là, le 1 sur C oméga, si oméga là, elle est vraiment très grande, le 1 sur C oméga, il est vraiment très faible. C'est-à-dire, on tend vers, si oméga tend vers l'infini, cette impédance-là, même si cette capacité-là, elle est faible, cette impédance-là, elle tend vers zéro. C'est comme il y a des courts-circuits qui vont véhiculer le courant HF de ces différents points-là vers le plan de masse. Okay? C'est ce qu'on appelle l'effet par couplage capacitif. Donc, à chaque fois que vous avez un plan de masse commun entre plusieurs nœuds, entre plusieurs points, il faut chercher à évaluer l'effet de ce plan de masse. Donc là, bien sûr, on vous donne quelques expressions pour pouvoir évaluer cette capacité équivalente entre un nœud ou bien un point et un plan de masse commun. Pour calculer cette capacité-là, généralement, en picofarad, c'est C total fois ρ. Avec C total, c'est CI plus CP. CP, c'est toujours 9 S sur H. S, c'est la section du point considéré, du nœud que vous avez là. Sur H, c'est la hauteur. C'est ça le H en fait. Le couplage inductif. Donc, couplage inductif, il est dû à quoi? Il est dû à ce que s'il y a un courant différentiel qui circule là, donc en fait ce courant, cette variation de ce courant différentiel là, elle va créer ce qu'on appelle un flux. Elle va créer un flux. Là, vous avez une section, ok, entre le premier conducteur et le deuxième. Elle va créer bien sûr un flux. Ce flux il est variable. S'il y a un circuit victime, un circuit pour lequel ce flux-là, il va circuler à l'intérieur, donc il va créer ce qu'on appelle un courant induit là. Ce courant induit là, bien sûr, il dépend de la variation de ce flux-là. C'est la loi de Faraday. Donc E égale à moins df sur dt égale à moins s de b sur dt. Donc bien sûr, ce B-là, ou bien ce flux-là, il est dû à la variation de ce courant-là. Vous avez là déjà un circuit source et un circuit victime qui va subir, bien sûr, la variation de ce courant-là. C'est comme s'il y a un transformateur entre les deux. C'est-à-dire il y a un couplage, dans ce cas-là, on parle d'un couplage inductif. C'est-à-dire un flux, donc le flux phi est créé par passage du courant dans circuit source. Donc, phi, il est variable. Si ce flux phi est embrassé par la victime, implique, il va créer une perturbation. E égale moins df sur dt. OK? Qui est dû au premier circuit et non pas au deuxième circuit. Donc, bien sûr, cette perturbation-là, elle peut être en mode différentiel, comme ce cas-là, ou bien en mode commun, comme ce cas-là. Donc,
Une solution plus populaire dans ce contexte-là, c'est le torsadage. Donc, c'est une solution qui est vraiment très simple et très populaire, qui est utilisée surtout pour le mode différentiel, afin d'éviter ou bien de minimiser l'effet de ce flux-là. Donc, comment on fait? C'est ça, en fait, le torsadage. Donc, câble 1 et câble 2. Donc, ça, c'est le fil plus et ça, c'est le fil moins. On commence par torsader le câble, c'est-à-dire réaliser ce genre de schéma. Et ainsi de suite. Donc, je torsade. Ça, en fait, le torsadage. Bravo, bravo, okay? Donc, dans ce cas-là, le flux, il est embrassé dans ce sens-là, toujours dans le même sens. Donc, dans ce sens-là, il va créer un courant dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, toujours, il va créer un courant dans ce sens-là. Vous pouvez remarquer que ce courant-là, il s'annule avec ce courant-là. Et ce courant-là, il s'annule avec le courant suivant. Et ce courant-là, il s'annule avec ce courant-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous aurez un courant induit qui va s'annuler de boucle en boucle. Okay? Donc, à chaque fois que vous avez un torsadage, vous allez annuler un courant par le courant suivant. C'est l'intérêt de faire torsader un câble qui va véhiculer un courant dans le mode différentiel. Donc, c'est une solution qui est vraiment très, très utilisée, surtout pour les réseaux, par exemple, pour le câble RJ45, le câble UTP, par exemple. Vous allez trouver là 4 paires torsadées. On dit que ce sont des paires torsadées. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu ça? La paire torsadée. Voilà. Vous pouvez remarquer là que cette paire-là, voilà, vous pouvez le voir. Ces paires-là, elles sont torsadées. Voilà. Vous pouvez voir que là, vous avez 4 paires. Voilà la première paire, voilà la deuxième, voilà la troisième et voilà la quatrième. Ces paires-là, elles sont torsadées. Vous avez un torsadage. Ce torsadage-là, il est là pour éviter ou bien minimiser l'effet de ce couplage inductif. Voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on a dit là. Donc, pour réduire ce couplage-là, donc, action sur la victime, donc, en réduisant la section apparente. Donc, cette section-là, au lieu d'avoir cette section-là, toute cette section-là, je vais minimiser cette section-là, c'est-à-dire les conducteurs, ils doivent être très proches d'eux. C'est-à-dire minimiser la surface qui va être véhiculée ou bien transportée par le flux phi. C'est-à-dire, on sait que le phi égale à B fois S. Donc, le B là, c'est fixe, c'est le champ généré par la source visible. Et bien sûr, ce flux-là, ou bien ce champ-là, il va traverser une section S. Donc, il faut minimiser ce flux-là. Ça revient déjà à minimiser la section S. C'est pourquoi une recommandation très intéressante, c'est d'approcher les conducteurs entre eux, de ne pas utiliser des surfaces, c'est-à-dire si vous avez une tension en mode différentiel, c'est-à-dire au lieu d'avoir un plus et un moins, hein, de cette façon-là, essayez de les utiliser conjointement, l'un qui est vraiment très proche de l'autre, afin de minimiser le S. Donc, limiter les boucles en rapprochant les conducteurs et aller-retour et les câbles de masse. Réorienter les câbles par rapport au champ, c'est-à-dire, c'est une solution qui est vraiment très, très utilisée, c'est-à-dire, je sais que le sens du champ, c'est ça, par exemple. Au lieu d'avoir cette boucle dans ce sens-là, je vais essayer de faire tourner cette boucle-là dans le plan, afin d'être collinéaire avec le champ et ne pas avoir cet effet de flux. Car on sait que le flux, en fait, c'est quoi? C'est
c'est un produit scalaire, en fait, là. C'est le BS, théoriquement, théorème de Gauss. Donc, en fait, c'est le B fois S fois cosinus delta, c'est-à-dire entre le champ B et la surface. Donc là, vous avez votre surface et là, vous avez votre vecteur de surface, ça c'est N, le vecteur du vecteur, et là, vous avez votre champ. Là, vous avez l'angle delta entre le vecteur directeur de votre surface et le champ magnétique B. Donc, bien sûr, on a intérêt à ce que ce delta-là soit égal à pi sur 2. C'est delta égal à pi sur 2. Donc, ce champ-là, l'effet de ce flux-là égal à 0. Donc, si on arrive à réaliser ça, oui, bien sûr, pas toujours, c'est possible de le faire. Mais si vous pouvez le faire, on le fait. Donc, dans le même circuit, vous allez trouver ça dans certains circuits imprimés, surtout des alimentations de découpage. Vous allez trouver parfois cette question d'orienter les transformateurs ou bien les bobines. C'est-à-dire utiliser une première bobine dans ce sens-là et utiliser une deuxième bobine dans ce sens-là. L'intérêt, c'est d'avoir cet angle de pi sur 2 entre les deux afin d'éliminer l'effet de cette bobine-là sur cette bobine-là. Vous allez trouver ça dans les circuits imprimés réalisés de certaines alimentations à découpage. Donc, deuxième problème, c'est action sur la source toujours, réduire le dB sur dt. C'est-à-dire, si votre circuit qui est perturbateur, si vous avez la possibilité de minimiser ce champ rayonné, de minimiser l'amplitude de ce champ rayonné, vous pouvez arriver à ce que vous voulez sans trop augmenter le champ, vous pouvez le minimiser. Comme ça, vous minimisez le dB sur dt. Ou bien, action sur le couplage. Le couplage, c'est l'une des solutions les plus populaire, c'est celle qu'on a donnée, c'est la question de torsadage. OK. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les écrans magnétiques. C'est quoi les écrans magnétiques? Ce sont des blindages, c'est-à-dire des écrans métalliques qui vont couvrir, bien sûr, votre conducteur victime. Donc, ceci il est aussi utilisé dans les câbles UTP si vous avez eu l'occasion d'ouvrir ou bien de manipuler un câble UTP, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle un écran de blindage de ces différents conducteurs-là. Cet écran-là, bien sûr, il est là pour subir le courant de fuite qui sera induit sur les différents circuits et qui est dû à la variation de ce champ-là. Donc, le couplage par diaphonie, la diaphonie inductive. Donc, en fait, d'où vient ce mot déjà, diaphonie-là? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot diaphonie? Donc, le mot diaphonie, c'est un mot qui est vraiment très, très ancien. Donc, ça vient d'un phénomène qui a été intercepté au premier dans les téléphones fixes. Donc, en fait, le téléphone fixe jusqu'à maintenant. Donc, en prenant bien, parfois, si vous prenez le combiné entre vos oreilles, vous pouvez entendre des mots incompréhensibles, ou bien parfois même compréhensibles. C'est comme si vous entendez donc la tonalité. En plus de la tonalité, vous allez entendre quelque chose. Donc, ce quelque chose-là, c'est un problème qui est dû à ce qu'on appelle la diaphonie. La diaphonie, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire les différents conducteurs dans les commutateurs téléphoniques. Donc, l'un, il permet d'agir sur l'autre. Il y a ce qu'on appelle un couplage. C'est comme s'il y a un transformateur. Là, vous avez un câble de très grande distance. À travers le même commutateur, vous avez un câble à proximité. OK? Donc, bien sûr, par exemple, ça, c'est le câble qui va transporter vers votre appel téléphonique. OK? Et ce câble-là, c'est le câble qui va transporter l'appel téléphonique de votre voisin, par exemple. Donc, à un instant donné, par exemple, en levant le combiné, vous pouvez entendre quelque chose qui est dû à ce couplage inductif, ce couplage par diaphonie inductive entre ce câble-là et ce câble-là. C'est comme si vous avez un transformateur, c'est-à-dire un transformateur qui va lier ce câble-là avec votre câble.
Okay? Là, vous avez une inductance L. Là, vous avez une inductance L. Donc, si j'appelle là le L1. Là, vous avez une inductance L2. Et là, entre les deux, bien sûr, vous avez une inductance mutuelle. C'est le M entre ce premier câble-là et ce deuxième câble-là. Bien sûr, ce M-là, il va dépendre, bien sûr, de la longueur de ce câble-là, de la distance qui va séparer les deux câbles. Donc, de plus cette distance-là, elle est grande, de plus le M, elle est faible. Il dépend aussi de la longueur. De plus cette longueur-là, elle est faible, de plus le M, elle est faible. De plus cette longueur-là, elle est grande, de plus le M, elle est grand. Okay? Donc, ce mutuel inductance-là, donc, il va transporter un courant de ce premier câble-là vers le deuxième câble. Donc, voilà, vous avez une petite équation, si vous voulez. Donc, le V, que vous allez intercepter au niveau du deuxième câble, est quoi? C'est L2 dI2 sur dt, au niveau du deuxième conducteur, plus le mutuel inductance multiplié par dI1 sur dt, c'est-à-dire la variation de ce courant-là dans le premier, dans le premier conducteur. C'est-à-dire, la variation du premier courant-là, il va changer, il va modifier aussi la tension V. Donc, vous pouvez remarquer là l'effet de l'un sur l'autre. Normalement, le I1, il ne doit agir que sur le câble 1. Alors, on remarque qu'il agit aussi sur le câble 2, sur le courant dans le câble 2. Bien sûr, la tension dans le câble 2. Donc, c'est le problème, en fait, de ce qu'on appelle la diaphonie inductive. Donc, toujours, c'est à peu près les mêmes principes. Les mêmes principes pour réduire le couplage inductif. Donc, l'intérêt dans ce cas-là, c'est l'inductance mutuelle, c'est le M. Il faut minimiser ce M-là. Il faut minimiser cette inductance mutuelle-là. Donc, pour minimiser cette inductance mutuelle-là, on peut réduire la section de la boucle. On peut réaliser un blindage carrément, c'est-à-dire pour réaliser une séparation du câble 1 avec le câble 2. On peut minimiser le DI sur DT. Donc là, c'est l'action sur la source. En fait, là, c'est rare. Ou bien, on peut penser à croiser les câbles, ou bien séparer les fils coupables et la victime, c'est-à-dire fil 1 et fil 2. On a dit que le M, de plus, cette distance entre fil 1 et fil 2, de plus, cette distance-là, elle est grande. De plus, le M, il est faible. Donc, de plus, le D, il augmente. De plus, le M, il diminue. Dans ce cas-là, on peut penser à séparer ces différentes fils-là, du point de vue distance. Ou bien installer carrément des écrans, c'est-à-dire entre câble 1 et câble 2, je peux installer un écran métallique qui va être relié à la Terre. Comme ça, je peux isoler l'effet de l'un sur l'autre. Donc ça, c'est l'une des solutions. Ou bien réaliser le croisement, comme j'ai dit là, croisement des fils. Si c'est nécessaire de garder les fils à proximité, dans ce cas-là, on peut réaliser ce qu'on appelle le torsadage. Donc, même chose pour la diaphonie capacitive, c'est-à-dire, en fait, on a dit qu'une capacité, c'est quoi? Une capacité, c'est deux plans métalliques séparés par un isolant. En fait, là, vous avez un conducteur et un deuxième conducteur. Donc, ces différents conducteurs, un conducteur, un deuxième conducteur. Ces deux conducteurs-là, là, vous avez une surface, c'est du métal, une deuxième surface, c'est du métal. Entre les deux, vous avez un isolant, c'est-à-dire de l'air libre ou bien de l'isolant de ce conducteur-là. En fait, ce qui représente une capacité équivalente, en fait, cette capacité-là n'existe pas réellement, c'est-à-dire on n'a pas branché une capacité entre ce câble-là et ce câble-là, mais c'est une capacité fictive, équivalente. C'est une capacité fictive ou bien équivalente. Bien équivalente entre l'existence de ce câble-là avec ce câble-là. Donc, bien sûr, le C, pour une capacité, il y a deux plans en parallèle. À vous de calculer maintenant la surface des deux plans. Donc, chaque plan a une surface S séparée par une distance E. Donc, le C, c'est quoi? C'est 1 sur mu0. Pardon, donc c'est pas mu0, c'est y0. Donc, mu0, c'est pour le magnétique. Hein.
Donc, de toute façon, là, c'est 1 sur epsilon 0, epsilon R fois S, la section sur E. Donc, comment réduire ce couplage-là? Donc, tout simplement, il faut réduire cette capacité epsilon R fois S sur E. Donc, bien sûr, cette section-là, elle dépend de la longueur de ces conducteurs-là. Et bien sûr, de la coupe verticale de ce conducteur-là. C'est-à-dire, de plus, la section des câbles est grande, de plus, cette surface-là, vue entre les deux conducteurs-là, est grande. Même chose là pour le E. E, c'est l'épaisseur, c'est-à-dire la distance qui va séparer les deux conducteurs, ce E-là. Bon, donc, choisir les diélectriques d'enrobage des fils pour diminuer le epsilon R, c'est-à-dire le diélectrique utilisé pour enrober les différents câbles, c'est-à-dire choisir un epsilon R très grand, de telle façon que le C soit très faible. Réduire les dV sur dt, c'est-à-dire la variation de la tension au niveau d'entrée, c'est-à-dire de plus dV sur dt, elle est grande, de plus le deuxième conducteur il est coupable. En fait, les capacités, elles transmettent quoi? Elles transmettent les variations des tensions. Depuis cette variation-là, donc on sait que le courant qui circule de ce conducteur-là vers ce conducteur-là, c'est tout simplement c'est IC égale CdV sur dt. De plus, ce dV là sur dt, c'est-à-dire de plus la variation, la commutation sur la tension là, elle est grande. Hein? De plus, le IC, le courant qui circule de ce premier conducteur vers le deuxième, elle est d'amplitude très grande, c'est-à-dire un courant impulsif, amplitude qui tend vers l'infini carrément. Donc, soit par action sur la source, ou bien sur le couplage, c'est-à-dire séparer les fils coupables et victimes, croiser les fils, blinder le sensible. Donc, toujours, c'est à peu près les mêmes remèdes qui sont utilisés, que ce soit pour le couplage par diaphonie inductive ou bien par diaphonie capacitive. Donc, toujours le problème de paradiaphonie et la télédiaphonie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par paradiaphonie et par télédiaphonie? Donc, la télédiaphonie, c'est la mesure de la perturbation à la sortie du câble. Et la paradiaphonie, c'est la mesure de perturbation à l'entrée du câble. C'est-à-dire, lorsque je parle de la paradiaphonie, je parle de l'effet sur la source. Et lorsque je parle de la télédiaphonie, je parle de l'effet sur l'utilisation, sur la charge, tout simplement. Donc là, vous avez un courant perturbateur pour le couplage capacitif et envers le courant perturbateur pour le couplage inductif. Donc, il est clair que là, vous avez un courant qui circule dans ce câble-là. Vous avez un couplage inductif. Dans ce cas-là, il va engendrer un courant envers, comme ça, dans ce sens-là, qui va circuler dans ce sens-là. Mais lorsque vous avez un couplage capacitif, c'est comme si vous avez une capacité là. Bien sûr, cette capacité-là, il va engendrer un courant, le dV sur dt que vous avez là. Hein, il va engendrer un courant là. Ce courant-là, il va circuler dans les deux sens sur le cercle. Donc là, si vous voulez, si vous avez là un petit exemple de mesure de la télédiaphonie et de la paradiaphonie au niveau des courants sur la charge et sur la source. Donc le T, c'est en vert, c'est en green, donc violet, c'est le violet, pardon. Et le paradiaphonie, c'est le en bleu, c'est le signal en bleu. Raccordement des blindages. Donc là, quelques recommandations pour raccorder les blindages sur les câbles utilisés avec des circuits d'électronique faibles signaux afin d'améliorer l'efficacité de ce circuit-là vis-à-vis des couplages inductifs et capacitifs. Donc, on a déjà parlé de cette question de blindage, c'est-à-dire utiliser des écrans de blindage. Mais comment on va connecter ces écrans de blindage? Parfois, même ces écrans-là, il existe des électriciens qui ne les connectent pas, qui ne les utilisent pas. C'est-à-dire, c'est comme si cet écran-là n'existe plus. C'est-à-dire, il sera plus visible dans ce cas-là. C'est-à-dire, il va
généralement être chargé par un courant ou bien par une tension, hein, au niveau de cette qui va bien sûr peut-être altérer le fonctionnement du circuit, hein, qui se trouve à l'intérieur. Donc, déjà, si vous avez un blindage qui est connecté de ce côté-là, déjà, le blindage il doit être connecté à la masse de ce point-là, à la masse de ce point-là. Okay. Donc là, vous avez votre masse qui est reliée à la Terre. Donc, il faut que ce blindage-là soit connecté des deux côtés dans les masses. Il faut qu'il soit connecté là, qu'il soit connecté là. Et qu'il soit aussi connecté là, connecté là. Ça, c'est l'idéal, en fait. Si vous le connectez d'un seul côté, donc ce blindage-là, il sera efficace en basse fréquence, mais inefficace en haute fréquence, surtout pour le couplage inductif. Donc, si vous connectez le blindage des deux côtés, dans ce cas-là, il sera efficace en HF pour couplage inductif, inefficace pour couplage capacitif si le réseau de masse non équipotentiel. C'est-à-dire, si vous avez ce réseau-là, hein, ce réseau de fils de terre, il présente là une résistance équivalente. Si vous avez une résistance équivalente, c'est-à-dire si ce réseau de masse-là a une mauvaise résistance de câble. Dans ce cas-là, si vous avez une mauvaise résistance de câble, dans ce cas-là, on parle d'un blindage qui est inefficace du fait de l'existence de cette résistance-là. C'est-à-dire il y a une ou bien il y a un couplage par impédance commune sur le fil de terre. C'est-à-dire il y a un problème de courant du mode commun. Donc, je ne vais pas parler de la CEM rayonnée. Donc, je vous laisse le soin de la relire. Voilà. Mais je vais parler quand même de quelques normes. Quelques normes de la CEM. Donc, pourquoi les normes CEM? Donc, c'est ce qui est déjà dit. Donc, pour garantir le bon fonctionnement des équipements électriques et électroniques, c'est-à-dire question de vulnérabilité, question de susceptibilité, c'est-à-dire le bon voisinage des différents appareillages électriques, définir les niveaux d'émission, conduit et rayonné, c'est-à-dire si vous voulez fabriquer un matériel, on a dit qu'il existe des normes de marquage CE qui permettent de fixer ce qu'on appelle les niveaux d'émission de ce matériel-là et permet aussi de fixer les niveaux de susceptibilité de ce matériel-là. Que ce soit dans les émissions ou bien dans les réceptions, c'est-à-dire les signaux conduits ou bien rayonnés. Les documents normatifs, ils vous donnent aussi quelques idées générales et des informations générales sur les phénomènes perturbateurs, c'est-à-dire les différents phénomènes perturbateurs. Il vous donne exactement il vous cite les différents phénomènes et il cite aussi les différents niveaux ou bien les mesures usuelles sur ces différents appareillages-là. Donc, c'est intéressant comme source d'information pour réaliser les différentes points de mesure, points de validation. Bon, là, vous avez un listing de quelques normes. Les normes fondamentales en émission. Donc, pour la perturbation conduite basse fréquence, déjà, on peut citer la norme 60555.2 et 61003.2. C'est perturbation produite dans les réseaux d'alimentation à partir de les harmoniques. La 60555.3 et la 61003.3, perturbation produite par les réseaux d'alimentation, les flickers et les fluctuations de tension. Donc, bien sûr, vous pouvez remarquer que ces différentes normes-là, elles sont en relation avec les normes qu'on a vues précédemment sur la qualité d'énergie électrique. Donc, vous pouvez savoir là que les deux domaines-là, elles sont étroitement liés, c'est-à-dire le domaine CEM et le domaine qualité d'énergie. Donc, un réseau de qualité aussi, c'est un réseau qui ne perturbe pas trop le matériel en voisinage. Perturbation conduite et rayonnée en fréquence, vous avez la norme EN 55011. Donc, limite et méthode de mesure des perturbations radioélectriques des appareils industriels, scientifiques et médicaux.
limites et méthodes de mesure de perturbation radioélectrique des récepteurs de radiodiffusion et appareils associés, limites et méthodes de mesure de perturbation radioélectrique des appareils électrodomestiques et des outils électriques. Là, vous avez en fait les différentes valeurs exactes à prendre en considération dans les différents types de matériel que vous allez rencontrer dans votre usine de fabrication. Donc, selon le matériel que vous traitez, il faut revoir la norme en vigueur qui traite votre matériel afin de pouvoir réaliser votre matériel selon les normes spécifiées par la norme. Autre norme fondamentale en immunité maintenant, les normes en émission. En immunité, vous avez la suite de normes 61 000. 61 004, quelque chose. 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 11. Donc, les immunités au décrochage électrostatique, aux décharges électrostatiques. Donc, décharge électrostatique, il peut être une décharge usuelle, telle que la charge qui se trouve dans votre corps, dans les circuits intégrés ou bien les circuits faible puissance. Donc, c'est une décharge qui est parfois destructive pour certains types de matériel. Okay. Il peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les décharges de haute valeur, telles que la foudre. La foudre, c'est là, on parle d'une décharge électrostatique de choc. Okay. Donc, lorsque je parle de décharge électrostatique, là, je parle de décharge électrostatique qui est due au passage des petits engins ou bien de petits matériels métalliques de grande masse dans des champs terrestres qui va créer une variation de charge dans ce matériel-là. Donc, une décharge de ce matériel-là dans un autre matériel, elle peut créer parfois ce qu'on appelle des décharges électrostatiques. On peut aussi parler de ce qu'on appelle la foudre. La foudre, là, il constitue un phénomène particulier. Je crois que vous connaissez déjà de quoi il s'agit. Donc, il s'agit d'une décharge électrostatique aussi, mais d'un grand... Hein, donc là, vous avez un grand nuage chargé, par exemple, chargé positivement, par exemple. Donc, là, vous avez une montagne. Donc, pas possibilité de se déplacer davantage. Et là, bien sûr, vous avez votre terre. Donc, en fait, ce que se passe là, c'est qu'il y a une décharge de cette nuage-là dans la terre. Donc, ce qui va créer ce qu'on appelle une différence de potentiel qui est vraiment très grande, qui est liée à cette décharge électrostatique-là. Donc, cette onde-là, qui va se propager dans la Terre-là, s'appelle l'onde de choc. L'onde de choc. Bien sûr, il faut que votre matériel-là, ou bien votre installation électrique-là, il persiste, même dans le cas de ce type de décharge électrostatique de grande valeur. Généralement, ces décharges-là, elles sont mesurées par ce qu'on appelle le niveau chironique. Le niveau chironique, donc qui est un facteur généralement donné par la météo. Vous pouvez à chaque fois revenir sur ces différents niveaux-là afin de savoir quelles sont les mesures à prendre en considération afin de protéger votre installation ou bien votre matériel de télécom contre les charges de choc ou bien les ondes de choc, la foudre. Toujours, vous avez une norme contre l'injection du courant HF, l'immunité au champ magnétique à 50 Hz. Donc déjà, pour les lignes de transport à très haute tension, vous avez un champ magnétique qui est généralement généré autour de ces lignes-là, mais qui oscille toujours autour de 50 Hz. Oui. Et bien sûr, l'immunité au creux de tension et variation de tension, c'est-à-dire l'immunité de votre matériel contre une petite variation de tension. Métrologie et essai, c'est-à-dire comment généralement on va tester votre matériel et savoir est-ce que votre matériel-là, il suit la norme CEM ou bien les normes CEM ou non. Donc, généralement, dans ce cas-là, on fait recours à des laboratoires qui sont généralement agréés par les comités normatifs. Donc, ces laboratoires-là, ils sont agréés à réaliser les différentes mesures sur votre matériel. Ils réalisent tout d'abord les mesures sur les perturbations conduites,
essayez de réaliser différentes connexions avec votre matériel et essayez de réaliser les différentes mesures. Mesure du courant différentiel, du courant monde commun, le problème de la perturbation qui est due à une diaphonie inductive, une diaphonie capacitive, à le problème qui est dû aux différents couplages par impédance commune, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le conduit. Et pour le rayonner, généralement, on utilise ce type de chambre, ce qu'on appelle les chambres anéchoïques, ces chambres-là. Ces chambres anéchoïques-là, c'est quoi? En fait, là, vous avez votre matériel à tester. Okay? On le met sur une petite table comme ça. Là, vous avez les murs de cette salle-là, ils sont couverts par des substances à base de carbone qui ont cette forme triangulaire-là afin d'absorber les ondes émises par votre matériel. Pourquoi ça? Donc, généralement, ce matériel-là, il rayonne des perturbations électromagnétiques. Une fois cette perturbation-là rayonnée, il ne faut pas qu'il se reflète sur les moviens. Sinon, il va fausser la mesure. Donc, sinon, la mesure qui sera réalisée par cette antenne-là, elle va contenir l'onde rayonnée. En plus de cette onde rayonnée-là, une onde réfléchie qui est due à un rayonnement et une réflexion de cette onde-là sur les différentes parois. C'est pourquoi généralement on utilise ces parois de cette forme-là afin d'absorber l'onde rayonnée par votre matériel. Une fois l'onde rayonnée par votre matériel, il arrive à ces différentes parois-là, il sera absorbé par ces différentes substances-là. Donc là, vous avez une petite antenne-là. Quel est l'intérêt de cette antenne-là? Il va capturer l'onde exactement émise par votre matériel. Donc, on calcule et on mesure exactement la puissance de signal qui sera rayonné par votre matériel. Et on voit bien sûr si ce matériel-là est au-delà ou bien en deçà de la norme fixée ou bien de la valeur fixée par la norme. Donc, s'il est au-delà de cette valeur-là, on dit qu'il y a un problème, il faut le résoudre. Si votre matériel respecte la norme, très bien, donc on va le valider. Donc, bien sûr, là, vous avez quelques exemples de mesures. Donc là, vous avez votre antenne de mesure. Là, vous avez votre matériel en essai, okay, sur la table. Donc, il est bien relié à la terre. Vous avez ce qu'on appelle le air seal, on va parler de ça tout à l'heure là. Afin d'éviter les problèmes de conduction, de perturbation entre la source d'alimentation et le matériel. C'est comme s'il y a quelque sorte d'une isolation entre le matériel et le matériel en essai et la source d'alimentation. Donc là, vous avez la mesure pour le champ magnétique. Donc ce qui change pour les deux, c'est quoi? C'est la nature de l'antenne. Okay? Donc là, vous avez une antenne dite en boucle. Okay? En boucle. Donc on utilise là généralement deux boucles, une boucle dans ce sens-là, une boucle dans l'autre sens. Okay? Et là, bien sûr, vous avez une antenne en deux substances. Okay? Une substance inférieure et une substance supérieure qui est reliée à un point de mesure. C'est pour mesurer le champ électrique. Et là, pour mesurer le champ magnétique généré par votre matériel. Donc, toujours dans cette mesure-là, elle se fait dans une cage dite anéchoïde. La cage anéchoïde, c'est la cage qui est couverte de l'intérieur par ces substances-là, comme j'ai dit là. Ces triangles, bien ces pyramides. Et là, vous avez un exemple de quelques mesures, si vous voulez. Donc, voilà, donc selon la fréquence, on mesure les différents signaux, voilà, la puissance de ces différents signaux-là selon la fréquence. Le air seal. Le air seal, en fait, c'est très populaire ce circuit-là. Il sert à quoi? Donc, en fait, c'est un réseau qui est fait là pour éliminer ou bien éviter cette question d'effet de le circuit d'alimentation sur votre circuit. Okay? Donc, c'est un filtre passe-bas si vous voulez. Okay? Donc, si vous pouvez le voir là, qu'il s'agit d'un filtre passe-bas de deuxième ordre. Okay? Même chose de l'autre côté. Donc, c'est symétrique vis-à-vis le fil de terre. Attaquez le fil de terre.
Il y a un problème. Donc, je crois qu'on s'arrête là. Il y a un petit problème, enfin, le stylet. On prendra une pause, c'est le تصداو. Puis on reviendra dans quelques instants pour continuer ce cours-là. OK? Est-ce que c'est d'accord? OK, Mariam Sakhi est toujours là. Très bien, Oui, on d'accord. répond rapidement. D'accord, monsieur. Oui, monsieur. OK, d'accord, mademoiselle. Donc, on va s'arrêter. Combien de temps? On va s'arrêter pendant 1 heure. C'est le type de minutes. Puis, on reviendra pour terminer la discussion.